gâcher de la bonne nourriture sur toi? Mignon. Ma sœur a ricané à son mariage. Laisse le cadeau et rentre. J'étais sidérée. Mes parents n'ont rien dit. Mon père a marmonné, peut-être qu'elle devrait partir. J'ai souri, et j'ai dit, sachez-le, vous le regretterez tous. Ce jour-là, j'avais juré de ne jamais revenir. Et pourtant, 18 mois plus tard, me voilà, roulant vers la maison familiale pour Noël, piégé par un mensonge sur la santé de mon père. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fois, j'étais prête. Avant de plonger dans cette histoire qui, je vous préviens, est intense, dites-moi d'où vous m'écoutez, de quelle ville ou de quel pays. Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir où mes histoires voyagent. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter, depuis le début de cette journée. Je n'y vais pas. La voix de Martin, mon mari, était ferme. Il était appuyé contre le cadre de la porte de notre appartement lumineux à Montpellier, les bras croisés, son regard inquiet posé sur moi. Alix, c'est un piège. Tu le sais, n'est-ce pas? Je venais de raccrocher. Le téléphone était encore froid dans ma main. La voix de mon père, inhabituellement fragile, résonnait encore dans mon oreille. Alix, c'est papa. Ta mère et moi, on aimerait vraiment te voir pour Noël. Le médecin s'inquiète pour mon cœur. Ce serait peut-être le dernier. Le dernier. Le mot avait été lâché. L'arme de culpabilisation ultime. Je sais, Martin. Je le sens, ai-je répondu en fermant ma valise avec un zip rageur. Le son était sec, définitif. Mon cerveau de pharmacien biologiste analyse la situation. C'est de la manipulation émotionnelle de bas étage. Il m'ignore pendant 18 mois, pas un appel après notre mariage, pas un mot, et soudain, papa a une crise cardiaque juste avant le 24 décembre. Les chances sont infinitésimales. Alors pourquoi tu y vas? Il s'est approché, posant doucement ses mains sur mes épaules. Sa chaleur contrastait avec la glace qui s'était formée dans ma poitrine. Tu n'as plus rien à leur prouver. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre lui un instant. Parce que, et si c'était vrai? Si c'est le 1% de chance que ce soit vrai? S'il lui arrive quelque chose et que je ne suis pas venue, comment je pourrais vivre avec ça, Martin? Comment? Il a soupiré. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Pas contre des décennies de conditionnement. Pas contre cette petite fille en moi qui espérait toujours, stupidement, leur approbation. Tu es trop bonne pour eux, Alix. Fais attention. Fais-moi plaisir, fais attention. Appelle-moi si ça dégénère. Je viendrai te chercher. Promis, ai-je menti. Je savais que si ça dégénérait, je serais trop fière, ou trop honteuse, pour appeler. Je m'étais mise dans ce pétrin, je devais m'en sortir seule. Je suis partie. 5 heures de route. 5 heures de solitude sur l'autoroute A75, traversant le Massif central. Le paysage était magnifique, mais je ne le voyais pas. La pluie a commencé à tomber après Millau, des lignes grises et floues qui correspondaient parfaitement à mon humeur. Pourquoi est-ce que je faisais ça? J'avais 34 ans. J'avais un travail que j'aimais, un poste de biologiste médical dans un grand laboratoire. J'avais un mari qui me respectait, qui me voyait, qui m'aimait. Nous nous étions mariés il y a 8 mois, une cérémonie simple et magnifique sur une plage de l'Hérault, entourée de nos vrais amis. J'avais envoyé les faire-part à ma famille. Réponse? Silence total. 8 mois. 8 mois sans un appel. 8 mois sans un texto. Pas même un « félicitations » sarcastique. J'avais vérifié mon téléphone tous les jours au début. Puis toutes les semaines. Puis j'avais arrêté de vérifier. J'avais arrêté d'espérer. Et maintenant, il me rappelait avec une urgence médicale inventée. J'aurais dû ignorer l'appel. J'aurais dû bloquer leur numéro. Mais cette petite fille en moi, elle n'était pas encore morte. Mon cerveau scientifique analysait les faits. Coralie, ma jeune sœur de 31 ans, l'enfant en or, serait là. Ce piège n'était pas pour une réconciliation. C'était pour une performance. Sa performance. Les lumières de Guéret, ma ville natale dans la Creuse, sont apparues dans la brume. Une ville que j'avais fuie dès que j'avais pu,
pour mes études, pour ma vie. La pluie redoublait, comme si le ciel lui-même essayait de me faire demi-tour. Je suis sortie de la Nationale. J'ai traversé les rues sombres et familières. La voiture ralentit. J'étais arrivée. La maison de mon enfance. La maison de mes souffrances. Et je ne savais pas que j'entrais dans le pire guêpier de ma vie. J'ai coupé le moteur. Le silence s'est abattu, seulement troublé par le martèlement de la pluie sur le toit de la voiture. Je suis restée là, incapable de bouger, la main sur le volant. Le bruit des essuie-glaces qui s'arrêtaient. Rythmique. Hypnotique. Il m'a ramené 18 mois en arrière. En juin. Au mariage de Coralie. Je n'étais même pas sûre d'être invitée jusqu'à la dernière minute. J'avais reçu un email groupé, sans un mot personnel, envoyé à une liste de « contacts secondaires ». J'étais un contact secondaire. Mais j'y étais allée. Par devoir. Par un espoir stupide que cet événement marquerait un nouveau départ, que son bonheur l'adoucirait. J'avais dépensé une fortune. J'avais voulu prouver quelque chose. Prouver que moi aussi, l'intello, silencieuse, je pouvais être généreuse. Coralie avait mis une liste de mariages extravagante, pleine d'objets de luxe. J'avais choisi le cadeau le plus cher que je pouvais me permettre. Une ménagère en argent massif de chez Christophe. 2000 €. 2000 € que j'avais économisés pendant un an, 2000 € qui devaient servir d'apport pour la voiture que Martin et moi voulions acheter. La réception avait lieu dans un château loué pour l'occasion, près de Limoges. Tout n'était que faste et faux-semblant. Des compositions florales extravagantes. Un orchestre. Coralie, dans sa robe de princesse, flottait de groupe en groupe, son rire aigu perçant l'air, son téléphone à la main, filmant tout pour ses « followers ». J'étais seule, comme toujours. Je m'étais servi une petite assiette au buffet. Je cherchais juste un coin tranquille, loin de la musique assourdissante. C'est là qu'elle m'a vue. Elle s'est approchée, son mari falot à sa suite. Elle a regardé mon assiette, quelques crevettes, un peu de salade. Puis elle a levé les yeux vers moi, et ce sourire que je connaissais si bien. Celui qui précédait toujours la morsure. Gâcher de la bonne nourriture sur toi? Mignon. Elle l'a dit assez fort. La table la plus proche, des amis de ses beaux-parents, s'est tue. Je suis restée figée. Le sang s'est retiré de mon visage. J'ai cru avoir mal entendu. Pardon? J'ai dit, répéta-t-elle, s'amusant de ma réaction, de mon humiliation publique, que c'est drôle de te voir au buffet. Laisse le cadeau et rentre chez toi, Alix. Ta présence gâche les photos. Sidérée. C'est le seul mot. J'ai cherché mes parents du regard. Ils étaient là. À 10 mètres. Ils avaient tout entendu. Ma mère, Brigitte, dans sa robe lavande sur mesure, s'est soudainement passionnée pour l'arrangement floral sur la table d'honneur, tournant le dos à la scène, son visage une grimace de gêne. Mon père, Henri, a regardé ses chaussures vernies. Puis il a marmonné, juste assez bas, mais je l'ai entendu. Eh bien, peut-être qu'elle devrait partir. Ne fais pas de scène, Coralie. Ils ne m'ont pas défendu. Ils n'ont pas défendu leur fille aînée, humiliée publiquement par leur fille cadette. Ils ont choisi, comme toujours. Ils ont choisi Coralie. Le feu a remplacé la glace dans mes veines. Une rage pure, froide, que je n'avais jamais ressentie. J'ai posé mon assiette sur la table la plus proche. Lentement. J'ai regardé Coralie, son sourire triomphant. J'ai regardé ma mère, qui refusait de croiser mon regard. J'ai regardé mon père, qui avait l'air si petit. J'ai souri. Un sourire froid, tranchant. D'accord, ai-je dit, ma voix étonnamment claire dans le silence soudain. Je pars. Je me suis dirigée vers la sortie. Je n'ai pas couru. J'ai marché. Arrivé à leur hauteur, je me suis arrêtée. Mais sachez-le, ai-je murmuré, m'assurant que seuls les trois m'entendent. Vous le regretterez tous. Coralie a levé les yeux au ciel. Ma mère a fait semblant de ne pas m'entendre. Mon père a tressailli. Je suis partie. J'ai fait les 5 heures de route retour vers Montpellier cette nuit-là, en pleurant tellement que j'ai failli avoir un accident.
J'ai jeté le reçu du cadeau Christophe par la fenêtre, quelque part sur l'Avin. Et je m'étais juré de ne jamais revenir. Je secouai la tête, chassant le souvenir. J'étais maintenant en décembre. Devant la porte d'entrée. J'appuyai sur la sonnette. L'espoir est une maladie chronique. La porte s'ouvrit. Mon père, Henri, se tenait devant moi. Il portait un vieux pull de Noël, celui avec un renne dont le nez clignotait. Et il avait l'air normal. Parfaitement normal. Il avait bonne mine. Pas de teint cireux. Pas de sueur froide. Pas l'ombre d'un homme souffrant de problèmes cardiaques. Il avait l'air en parfaite santé. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était donc vrai. C'était un piège. Un mensonge éhonté pour me faire venir. La déception était si amère qu'elle me brûla la gorge. Alix, dit-il, comme si je venais de passer prendre le pain. Tu es là. Il y avait de la gêne dans sa voix, pas de la joie. Papa. Ma voix était plate. Je ne pouvais pas la contrôler. Comment te sens-tu? Ton cœur? Il a eu un mouvement de recul, l'air coupable. Il n'a pas pu me regarder dans les yeux. Oh, ça va mieux. Un petit coup de fatigue. Tu sais ce que c'est, la vieillesse. Je savais ce que c'était. C'était de la manipulation. Alix, c'est toi? La voix de ma mère, Brigitte, retentit depuis la cuisine. Une voix aiguë, pleine d'une fausse animation. Tu as pensé à prendre la bûche de Noël? J'ai demandé à Coralie, mais tu sais, elle est tellement débordée avec sa carrière. Elle n'a pas le temps pour ces choses-là. Je suis entrée dans le couloir qui sentait la cire et le pain. Une odeur qui, autrefois, signifiait « fête », mais qui pour moi, sentait l'hypocrisie. Ma mère est apparue, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle m'a prise dans ses bras. Une étreinte rapide, d'un seul bras, l'autre tenant toujours son fouet. C'était une étreinte de devoir. Tu as l'air fatigué, dit-elle, en guise de bonjour. Pas, tu m'as manqué. Pas, je suis si heureuse de te voir. Le trajet était long, ai-je répondu, me dégageant doucement. Coralie arrive bientôt, dit-elle, retournant déjà à ses fourneaux. Elle parlait à mon dos. Elle a décroché un nouveau partenariat. Un voyage tout frais payé aux Maldives le mois prochain. Tu imagines? Notre fille, une telle réussite. C'est une fierté. Elle est tellement demandée. Je suis restée là, ma valise à la main. Pas une question sur ma vie. Pas une question sur mon travail. Pas un mot sur Martin, mon mari depuis 8 mois. C'était comme s'il n'existait pas. Comme si mon mariage n'avait jamais eu lieu. J'ai posé la bûche. Une bûche pistache framboise d'un grand pâtissier de Montpellier. 45 €. Ma contribution forcée à cette mascarade. Mon regard a balayé la pièce. Le salon. La cheminée. Le réfrigérateur. C'était un sanctuaire. Un sanctuaire à la gloire de Coralie. Des photos de son mariage partout. Coralie en robe blanche. Coralie coupant le gâteau. Des photos de son bébé, né il y a 6 mois, dans des mises en scène ridicules pour Instagram. Coralie et son mari regardant leur enfant avec une adoration mise en scène. J'ai cherché. J'ai vraiment cherché. Pas une seule photo de moi. Oh, si. Attendez. J'ai plissé les yeux. Caché derrière une pile de vieux magazines de télévision, sur la petite étagère du bas. Une photo de moi à 18 ans, lors de ma remise de diplôme du lycée. Un visage jeune, plein d'espoir, qui ne savait pas encore. Pas de photo de ma remise de diplôme de pharmacie. Pas de photo de mon doctorat en biologie. Et surtout, pas une seule photo de mon mariage. Le mariage dont j'avais envoyé le faire-part il y a 8 mois. Le silence de ces 8 derniers mois prit alors tout son sens. Ce n'était pas un oubli. C'était un choix. Une annulation délibérée de mon existence, de mon bonheur. Je n'étais pas leur fille. J'étais une figurante. Une invitée de dernière minute dans leur vie, convoquée par un mensonge. J'ai posé la bûche sur le comptoir, mon cœur lourd comme une pierre. Je n'étais pas revenue pour une réunion de famille. J'étais revenue dans une arène.
Il m'avait effacé. Et je savais que la personne qui tenait la gomme arrivait. Je me suis assise sur le canapé du salon, celui qui grinçait. Le vieux velours usé me piquait à travers mon pantalon. Je n'ai pas osé m'adosser. Je suis restée là, sur le bord, comme une invitée temporaire, ce que j'avais toujours été. L'odeur de la dinde qui cuisait se mélangeait à celle de la cire. Une odeur de faux confort. J'attendais. Et en attendant, les souvenirs sont revenus, non pas comme des vagues, mais comme des coups de poignard, précis et douloureux. La dynamique avait toujours été la même. Coralie, ma cadette de 3 ans, était le soleil. Émotionnelle, dramatique, extravertie. Elle était l'artiste, la sensible. Elle tombait malade quand elle avait une contrariété, elle pleurait pour obtenir ce qu'elle voulait, elle brillait quand tous les regards étaient tournés vers elle. J'étais la lune. Silencieuse, studieuse, fiable. J'étais l'intello, la responsable. Celle qui ne se plaignait jamais. Celle qui réussissait à l'école. Nos parents avaient joué ces rôles à la perfection. Ma mère, Brigitte, voyait en Coralie une extension d'elle-même, une poupée à habiller, à coiffer, à exhiber. Mon père, Henri, un homme qui fuyait les conflits, cédait à tous les caprices de Coralie pour avoir la paix. Ma réussite. Elle était attendue. Normale. Elle ne nécessitait pas d'éloge. C'est bien, Alix, disait-il distraitement quand je ramenais un 18/20. Je me souviens de ma remise de diplôme de master en biologie médicale à l'université de Grenoble. Un moment immense pour moi. 5 années de travail acharné. J'avais supplié mes parents de venir. La veille au soir, mon téléphone avait sonné. C'était ma mère. Sa voix était pleine d'une fausse inquiétude. Alix, chérie, nous n'allons pas pouvoir venir demain. Mon estomac s'était noué. Quoi? Pourquoi? Papa va bien? Oh, ton père va bien. C'est Coralie. Elle est malade. Elle a une fièvre terrible, elle est faible. Elle a vraiment besoin de nous. Elle a peur d'être seule. J'avais serré les dents. Malade comment? Elle est sortie hier soir, n'est-ce pas? J'ai vu ses photos. Ne sois pas cynique, Alix. Ta sœur est fragile. Tu as toujours été la forte, toi. Tu comprends. Non. Je ne comprenais pas. J'ai appris plus tard par une cousine que la fièvre de Coralie était une simple gueule de bois après une fête trop arrosée. Elle avait 22 ans, elle n'avait pas besoin de ses parents pour tenir une bassine. J'ai assisté à ma cérémonie seule. J'ai reçu mon diplôme sous les applaudissements d'inconnus, cherchant désespérément leur visage dans la foule, sachant qu'ils n'y étaient pas. J'ai souri pour la photo, mais à l'intérieur, j'étais brisée. Et puis, il y a eu mon 30e anniversaire. Une étape. J'avais réservé une table dans un joli restaurant à Montpellier. Martin n'était pas encore dans ma vie. J'avais spécifiquement demandé à mes parents de venir. C'était important pour moi. Il devait arriver le samedi à midi. À 11h, mon téléphone sonne. Mon père. Sa voix était faussement joviale. Alix. Tu ne devineras jamais. Coralie, elle vient de se fiancer. Son copain lui a fait la demande ce matin même. C'est merveilleux, non? C'est super, papa. Mais vous êtes en route, j'espère? Il y eut un silence gêné. Eh bien, voilà, avec cette nouvelle, ta mère veut absolument organiser un petit quelque chose. Un dîner de fiançailles improvisé ce soir. Tu comprends, c'est une si grande nouvelle. On ne peut pas partir comme ça. Mon anniversaire. Oublié. Évaporé. Remplacé par un événement plus important. Joyeux anniversaire quand même, ma grande, avait-il ajouté, comme une pensée après coup. J'ai annulé la réservation au restaurant. J'ai mangé une pizza froide, seule, dans mon appartement, en regardant les photos de leur dîner de fiançailles, que Coralie postait déjà en ligne, avec ma mère rayonnante à ses côtés. Tu es la forte. Tu comprends. Ces phrases n'étaient pas des compliments. C'étaient des excuses. Des excuses pour me négliger, pour me mettre de côté, encore et encore. Je regardais le sapin de Noël, clignotant de lumière vide.
Ils avaient oublié mes succès, mes anniversaires. Ils avaient effacé mon mariage. Mais ils ignoraient mon plus grand secret. Ils ignoraient ce que Coralie m'avait vraiment fait. Et ce soir, je savais que ce n'était pas un simple dîner de Noël. C'était un tribunal. Et j'étais, comme toujours, l'accusé. Le plus grand secret. Celui qui me brûlait la langue depuis 6 mois. Celui qui avait redéfini toute ma colère, la transformant d'une blessure passive en une rage froide et précise. Celui qui prouvait que la cruauté de Coralie n'était pas juste de l'insouciance, mais un sabotage actif. Il y a 5 ans, j'avais 29 ans. J'étais sur le point de terminer mon internat en biologie médicale. J'étais à un tournant. J'avais postulé pour un poste de rêve. Un poste de pharmacien biologiste dans un grand laboratoire d'analyse à Lyon. Lyon. Ce n'était pas un hasard. C'était à mi-chemin entre Montpellier et Guéret. C'était l'opportunité parfaite, un travail stimulant, un salaire conséquent, et la possibilité de me rapprocher, ironiquement, de ma famille, d'être plus présente. Je m'imaginais, dans ma naïveté, que s'il me voyait plus souvent, s'il voyait ma réussite de près, il finirait par me voir, tout simplement. J'avais passé tous les entretiens. Le premier par téléphone. Le second en visioconférence. Le dernier, un panel de 3 directeurs, en personne. J'avais pris le train, j'avais mis mon meilleur tailleur. Tout s'était incroyablement bien passé. Le directeur du laboratoire, un homme impressionnant, m'avait serré la main à la fin. Mademoiselle, m'avait-il dit, votre profil est exceptionnel. Nous vous donnons une réponse sous 48 heures. J'étais rentré à Montpellier sur un nuage. J'avais attendu. 48 heures. J'ai vérifié mes emails toutes les 5 minutes. 1 semaine. J'ai commencé à douter. 2 semaines. Rien. Finalement, morte de honte, j'avais appelé. La secrétaire, gênée, m'avait dit que le poste avait été pourvu. Nous avons envoyé un email à tous les candidats, avait-elle dit. Je n'avais jamais reçu cet email. J'avais fouillé mes spams, ma corbeille. Rien. J'étais dévastée. Je pensais que j'avais échoué. Que j'avais mal évalué l'entretien. Que je n'étais pas assez bonne. Cette humiliation m'a poussée à accepter le premier poste venu à Montpellier, un poste moins prestigieux, et à m'éloigner définitivement de l'idée de me rapprocher d'eux. Avance rapide. Il y a 6 mois. J'étais à un congrès médical à Paris. Dans un bar d'hôtel, je suis tombée sur Manon, une ancienne, meilleure amie, de Coralie. Elles étaient en froid depuis que Coralie lui avait piqué une collaboration importante. Nous avons bu quelques verres. Elle était amère. Elle parlait de l'égocentrisme de Coralie, de sa façon d'utiliser les gens. Et puis, elle a lâché la bombe. Tu sais, dit-elle, faisant tourner la glace dans son verre, Coralie a toujours été jalouse de toi. Vraiment jalouse. De ton cerveau. J'ai ri. Un rire sec. Moi? Jalouse de moi? Elle a tout ce qu'elle veut. Non, dit Manon, son regard se faisant soudain sérieux. Tu te souviens de ce poste à Lyon, il y a 5 ans? Celui que tu voulais tant? Mon sang s'est glacé. Mon verre s'est arrêté à mi-chemin de mes lèvres. Oui. Quoi, Lyon? Elle s'en est vantée. Un soir où elle avait trop bu. Elle était chez tes parents ce week-end-là, pour se reposer. Elle a vu l'email d'acceptation de l'hôpital de Lyon sur l'ordinateur familial, celui que vous partagiez. La réponse était arrivée. J'ai arrêté de respirer. Elle l'a lu, continua Manon. L'offre était pour toi. Un poste en or. Un salaire de départ incroyable. Et elle l'a supprimé. Puis elle est allée dans le dossier Corbeil et l'a supprimé définitivement. Je n'arrivais pas à parler. Le son du bar s'était évanoui. Son motif? Manon ricana. Elle m'a dit, je ne veux pas qu'Alix revienne à Lyon. Si elle se rapproche, maman et papa n'arrêteront pas de me comparer à Madame la scientifique. C'est mon territoire. Qu'elle reste dans son trou à Montpellier. Elle m'avait volé mon avenir. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma propre sœur avait détruit ma carrière par pure jalousie. Dites-moi dans les commentaires,
si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté votre sœur immédiatement? Ou auriez-vous attendu le moment parfait pour vous venger? Le bruit d'une voiture sur le gravier me tira de mes pensées. La reine du drame était arrivée. La porte d'entrée s'ouvrit dans un courant d'air froid et un flot de paroles. Maman. Papa. On est là. Désolé pour le retard, le trafic était infernal. Un cauchemar. Mais le petit a été un ange, comme toujours. Il est tellement parfait. Coralie entra dans le salon comme une tornade. À 31 ans, elle ressemblait à une page de magazine. Manteau de cachemire beige, sac de marque au bras, brushing parfait. Elle était suivie de son mari, un homme au visage fatigué qui tenait le siège auto comme s'il s'agissait d'un bouclier, et qui semblait servir de porteur officiel pour les innombrables sacs de cadeaux. Mes amours. Ma mère, Brigitte, se précipita, laissant tomber son fouet sur le sol. Elle prit le bébé, le couvrant de baisers. Comme il est beau. Il ressemble tellement à sa mère. C'est incroyable. Mon père, Henri, s'avança pour aider avec les bagages, le visage rayonnant d'une fierté qu'il ne m'avait jamais accordée. Laisse, je m'en occupe. Tu dois être épuisée, ma chérie. Coralie fit un tour sur elle-même, enlevant son manteau pour révéler une robe en soie qui avait dû coûter plus cher que mon loyer. Alors, cette bûche? Je n'ai vraiment pas eu le temps, maman. Entre le shooting pour la marque de poussette et l'interview pour le blog, je suis sous l'eau. Puis, elle m'a vue. Ses yeux se sont plissés, une fraction de seconde. Surprise? Non. Agacement. J'étais le caillou dans sa chaussure. Oh, dit-elle, son ton devenant immédiatement condescendant, sa voix montant d'une octave pour la performance. Alix est là. Tu as réussi à quitter ton laboratoire et tes microbes? C'est Noël, après tout. C'est bien de penser à la famille. Elle s'approcha et me fit une bise en l'air, m'effleurant à peine, de peur de salir son cachemire avec ma banalité. Coralie, ai-je dit, ma voix neutre. Tu as l'air fatiguée, lança-t-elle. C'était sa pique favorite. Une façon de me rappeler que je travaillais dur pour gagner ma vie, tandis qu'elle créait du contenu. Et toi, tu as l'air occupée, ai-je répondu, en regardant la pile de sacs qu'elle avait apportés. Son mari, qui n'avait toujours pas dit un mot, hocha la tête dans ma direction. Il avait l'air épuisé. Bon, on ne va pas rester debout, dit ma mère en se dirigeant vers la table. Coralie, raconte-moi tout sur ce voyage aux Maldives. Une semaine tout frais payé, c'est incroyable. Tu le mérites tellement. Le dîner commença. Ou plutôt, le Coralie Show commença. Elle parlait sans interruption. De ses collaborations. De ses followers. De l'intelligence hors norme de son bébé de 6 mois. De la fatigue que c'était d'être si demandé. Je l'observais. Vraiment. La biologiste en moi analysait le spécimen. Et j'ai remarqué les fissures. J'ai remarqué la façon dont elle vérifiait son téléphone sous la table toutes les 30 secondes, un éclair de panique dans les yeux chaque fois qu'il vibrait. J'ai remarqué son mari, qui buvait son vin un peu trop vite, le regard vide, mangeant sans un mot. J'ai remarqué la tension dans ses épaules chaque fois que son téléphone vibrait. La rumeur que j'avais entendue, celle qui disait qu'elle avait des dettes énormes, qu'elle vivait bien au-dessus de ses moyens pour maintenir son image en ligne, cette rumeur semblait soudain très réelle. Sa vie, parfaite, était un château de cartes. Et ma présence, ma simple existence stable et réussie, était un courant d'air qu'elle ne pouvait pas supporter. Ma mère buvait ses paroles. Regarde-la, dit-elle à mon père, si épanoui. Une carrière moderne, un mari, un bébé. Un vrai bonheur. Elle a dit cela en me regardant droit dans les yeux. C'était une attaque. Une comparaison directe. J'ai continué à manger ma dinde, qui avait un goût de carton. J'ai laissé le flot de paroles me submerger. Je savais que ce n'était qu'un échauffement. Elle se tournait vers moi, et j'ai vu dans ses yeux que l'échauffement était terminé. Le coup de grâce arrivait. Le repas s'éternisait. La dinde était sèche, comme chaque année. Ma mère s'agitait, remplissant les verres, s'assurant que Coralie est le meilleur morceau, que le bébé, installé dans son couffin high-tech, ne manque de rien.
Après avoir épuisé le sujet de ses voyages sponsorisés, Coralie laissa tomber un silence. Un silence calculé. Elle posa sa fourchette. Puis, elle se tourna vers moi. Un sourire mielleux, un sourire de prédateur, se dessina sur ses lèvres. Et toi, Alix? Sa voix, soudainement douce, coupa à travers le bruit des couverts. Tout le monde s'arrêta. Son mari leva les yeux de son assiette pour la première fois. Quoi, moi, ai-je demandé, méfiante. Ben oui, toi, dit-elle, ouvrant grand les yeux dans une fausse innocence. Raconte-nous un peu. Tes grandes aventures. 34 ans. Elle marqua une pause, savourant son effet. Elle jeta un regard complice à sa mère. Toujours célibataire à Montpellier? Le coup était lâché. Elle savait. Elle savait pertinemment que je m'étais mariée 8 mois plus tôt. Elle avait signé pour l'invitation. Elle continuait, sa voix dégoulinant de pitié feinte, un Noël toute seule, ça doit être triste, non? Enfin, je suppose que c'est un choix, à ce stade? Trouver quelqu'un à ton âge, avec ton travail, ça ne doit pas être facile. Les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes, tu sais. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère, Brigitte, laissa échapper un petit rire étouffé, comme si Coralie venait de faire une blague charmante. Oh, Coralie, tu es terrible, gloussa-t-elle. Mon père, Henri, se mit à étudier sa cuisse de dinde avec une concentration soudaine et intense, comme si la réponse au mystère de l'univers s'y trouvait. Ils étaient complices. Comme toujours. L'un par l'action, l'autre par l'inaction. Le feu. Le même feu qu'au mariage de Coralie, mais cette fois, il n'était pas alimenté par l'humiliation. Il était alimenté par une force froide. La vieille Alix aurait baissé les yeux. Elle aurait rougi. Elle aurait marmonné quelque chose sur le fait qu'elle était bien toute seule. Elle aurait peut-être même pleuré aux toilettes. Mais la vieille Alix était morte il y a 18 mois, dans la salle de réception de ce château. La biologiste en moi observait la scène. Le prédateur venait de mordre dans l'appât. Elle venait de tomber la tête la première dans le piège que je lui tendais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé lentement mon couteau et ma fourchette de chaque côté de mon assiette. Parallèle. Précis. J'ai pris ma serviette en tissu. Je me suis essuyé les lèvres. Calmement. J'ai bu une gorgée d'eau. Le verre tremblait très légèrement dans ma main, la seule trahison de ma rage intérieure. Puis, j'ai levé les yeux. Et j'ai regardé Coralie. Droit dans les yeux. Sans ciller. Le sourire de Coralie vacilla. Elle ne s'attendait pas à ce calme. Elle s'attendait à des larmes, à un esclandre. Elle n'était pas préparée à la résistance. Le silence s'épaissit. Tous les regards étaient sur moi. Ma mère avait cessé de rire. Mon père avait relevé la tête, l'air inquiet. J'ai pris une inspiration. Et j'ai lancé la première bombe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? C'est intéressant, Coralie. Ma voix était douce. Claire. Dénuée de toute émotion. Elle flottait dans le silence de la salle à manger. Quoi? Balbutia-t-elle, déstabilisée. Son sourire s'était figé. C'est intéressant que tu dises ça. Que tu supposes que je suis célibataire. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Coralie cligna des yeux. Elle tenta de reprendre le contrôle, de retrouver son assurance. Ben, parce que tu le es, non. Je veux dire, tu es venu seul. Tu, enfin, c'est évident. Non. Un seul mot. Il tomba dans la pièce comme une pierre dans un lac gelé. Non, ai-je répété, plus fort, en regardant ma mère, puis mon père, avant de revenir à Coralie. Je ne suis pas célibataire. Je suis mariée. Le silence. Total. Assourdissant. Ma mère, Brigitte, laissa tomber sa fourchette, qui heurta l'assiette dans un bruit strident. Mon père, Henri, se figea, la bouche ouverte, un morceau de dinde à mi-chemin. Le mari de Coralie me regardait avec de grands yeux,
comme s'il me voyait pour la première fois. Coralie fut la première à réagir. Par le déni. Elle éclata de rire. Un rire aigu, forcé, presque hystérique. Mariée. Ah, elle est bien bonne. Tu es drôle, Alix. Vraiment. Tu as décidé de te venger avec une blague? Mariée? Et à qui? À un de tes microscopes? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas quitté son regard. C'est ma mère qui intervint, sa voix tremblante, passant de l'amusement à l'inquiétude. Alix, chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas drôle. Si tu étais mariée, tu nous l'aurais dit. Je l'ai fait. Non, insista ma mère, secouant la tête, comme pour chasser l'idée. Non, tu ne l'as pas fait. On n'a rien reçu. Pas vrai, Henri? Rien, confirma mon père, posant sa fourchette. Je l'ai fait, ai-je répété, ma voix se durcissant. Il y a 8 mois. J'ai envoyé les faire-part. J'ai appelé. J'ai laissé des messages. J'ai envoyé des textos. Leurs visages changèrent. La confusion. Le déni. Et puis, dans les yeux de Coralie, quelque chose d'autre. Une lueur. La peur. C'est des mensonges, s'écria-t-elle, sa voix montant d'une octave. Elle se leva à moitié de sa chaise. On n'a absolument rien reçu. Pas vrai, maman? Pas un seul appel. Pas une seule invitation. Tu inventes tout ça pour gâcher Noël. Ma mère hocha la tête vigoureusement. Rien. Absolument rien. Alix, comment peux-tu dire une chose pareille? Vous n'avez rien reçu, dis-je, ma voix devenant glaciale, parce que quelqu'un ici s'est assuré que vous ne receviez rien. Je me suis penchée. J'ai attrapé mon sac à main, posé à mes pieds. Je l'ai posé sur mes genoux. Alix, arrête tes bêtises, dit mon père, retrouvant sa voix. Sa voix de père qui ramène l'ordre. C'est Noël. Ne gâche pas la fête. Excuse-toi auprès de ta sœur. M'excuser? J'ai sorti une pochette en plastique de mon sac. Je ne fais que commencer. Le spectacle ne faisait que commencer. J'ai posé la pochette en plastique sur la nappe, à côté de mon assiette. La tache de vin de Coralie était juste à côté. C'était presque poétique. Tu disais, Coralie? Que vous n'aviez rien reçu. Je n'ai pas sorti mon téléphone. Pas tout de suite. Mon cerveau de scientifique aime les preuves physiques, Coralie. C'est plus difficile à nier. J'ai sorti le premier document. Je l'ai déplié. Ceci, dis-je, en le posant au centre de la table, est une confirmation de livraison de la poste. Suivi recommandé avec accusé de réception. J'ai envoyé 5 invitations. Une pour vous, maman et papa, à cette adresse. Une pour Coralie et son mari, à leur adresse à Paris. Et 3 pour d'autres membres de la famille qui, eux, m'ont répondu et sont venus à mon mariage. J'ai pointé du doigt une ligne sur le document destiné à l'adresse de mes parents. Date de livraison, 12 avril. Heure, 10h14. Signature du destinataire. J'ai fait glisser le papier vers Coralie, qui était revenue s'asseoir, mais restait sur le bord de sa chaise. C'est Dubois. C'est ta signature, Coralie. Tu étais ici ce week-end-là. Je le sais, tu postais des stories de la roseraie de maman. Elle est devenue blême. Je ne sais pas de quoi tu parles, bafouilla-t-elle. Je signe des tas de trucs. Des colis. Maman m'a peut-être demandé de signer. Le facteur a dû se tromper. J'y ai pensé, ai-je répondu, ma voix calme contrastant avec sa panique grandissante. Alors j'ai vérifié. J'ai appelé le centre de tri de Guéret. J'ai parlé avec Monsieur Dubois, le facteur. Celui qui fait cette tournée depuis 20 ans. Tu sais ce qu'il m'a dit? Coralie ne respirait plus. Il m'a dit, oh oui, madame, je me souviens très bien de mademoiselle Coralie ce jour-là. Elle était excitée, elle attendait une 12aine de colis sponsorisés pour son Instagram. Je lui ai donné tout le courrier en même temps, y compris votre lettre recommandée. Elle a tout signé d'un coup. Elle était très pressée. Le silence était si lourd que je pouvais l'entendre.
Tu as signé pour mon invitation de mariage, Coralie. Et tu l'as caché à papa et maman. C'est faux, hurla TL. Tu mens. Tu as tout inventé. Et les emails alors? Les textos? Tu n'as jamais rien envoyé. Vraiment? C'est là que j'ai sorti mon téléphone. Tu veux parler des emails? Ceux que j'ai envoyés en double, juste au cas où? Ou des messages WhatsApp que j'ai laissés sur le groupe familial, avant que tu ne me supprimes du groupe? Je n'ai rien supprimé. Je ne sais pas comment faire ça. Pas besoin de mentir, Coralie. Tu me l'as dit toi-même. J'ai ouvert ma galerie de photos. J'ai cliqué sur la dernière image. Une capture d'écran. Une capture d'écran d'une conversation WhatsApp entre Coralie et son ancienne amie, Manon. Celle que Manon m'avait envoyée, pleine de remords, après notre rencontre à Paris. J'ai tourné le téléphone vers la table. J'ai zoomé. J'ai lu le message de Coralie à voix haute. Je viens de supprimer toute la merde de mariage d'Alix. J'en peux plus d'elle. Cette année, c'est mon année. C'est mon bébé, c'est moi la star. Pas question que cet intello gâche la fête avec son mariage pathétique. Je lui ai dit qu'on n'avait rien reçu. NDR. Le silence était total. On aurait pu entendre une épingle tomber. Mais je n'avais pas encore terminé. Mon père, Henri, s'est levé d'un coup. Sa chaise a raclé le sol. Coralie? Sa voix tremblait. Il ne regardait pas Coralie. Il regardait la capture d'écran sur mon téléphone. Dis-moi que c'est faux. Dis-lui que c'est faux. Ma mère, Brigitte, regardait la capture d'écran, ses yeux passant de l'écran au visage de Coralie. Son visage était blanc. Coralie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Coralie était coincée. Le prédateur était piégé. Et elle a fait ce que font tous les prédateurs piégés. Elle a explosé. Alors, hurla-t-elle, se levant si violemment que son verre de vin, celui qu'elle venait de remplir, se renversa, tachant la nappe blanche immaculée de rouge sang. Oui. C'est moi. C'est moi qui ai tout pris. Tu es contente? Des larmes de rage coulaient sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. C'était mon année. Mon bébé venait de naître. C'était à moi d'être sous les projecteurs. J'ai un contrat. J'ai une image. Je suis une influenceuse. J'ai besoin de l'attention. Et toi? Toi, tu débarques avec ton petit mariage pathétique sur la plage avec ce technicien. Ça ne comptait pas. Ça n'avait pas d'importance. C'était mon mariage, ai-je dit, ma propre voix se brisant enfin sous le poids de sa cruauté. C'était important pour moi. Ce qui est important pour toi n'intéresse personne, cracha-t-elle. Et ce n'était pas tout, n'est-ce pas, ai-je dit, ma voix redevenant froide. Ce n'était pas la première fois que tu sabotais ma vie par jalousie. Ils m'ont regardé, confus. Même Coralie semblait perdue, sa rage interrompue. Parleur de lion, Coralie. Son visage. Si j'avais eu un doute, il s'est évaporé. La couleur a quitté ses joues. Elle savait exactement de quoi je parlais. Lyon, demanda mon père. Quel poste à Lyon? J'ai raconté. Calmement. J'ai raconté l'offre d'emploi. L'entretien. L'attente. Le silence. J'ai raconté ma rencontre avec Manon. Et j'ai raconté ce que Coralie avait fait. L'email d'acceptation. L'email supprimé. 5 ans de ma vie, de ma carrière, détournés par un clic de souris. Je l'ai appris par Manon, ai-je conclu. Elle s'en est vantée. Je me suis tournée vers ma mère. Elle qui vénérait la réussite, le statut. Brigitte regardait Coralie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de l'horreur pure dans ses yeux. De l'horreur dirigée vers sa fille préférée. Coralie, sa voix n'était qu'un souffle. Tu as fait ça? Tu as volé la carrière de ta propre sœur? Coralie s'est effondrée sur sa chaise. Elle pleurait, mais ce n'était plus de la rage. C'était la panique pure. Son château de cartes s'écroulait. Je ne voulais pas qu'elle revienne. Sanglota-t-elle. Je ne voulais pas.
Je ne voulais pas que vous la compariez à moi. Je ne voulais pas qu'elle soit là. C'était mon territoire. Elle avait tout avoué. La jalousie maladive. Le sabotage. L'égoïsme terrifiant. La pièce était remplie des débris de notre famille. Et il était temps pour moi de partir. Je me suis levée. Le silence était revenu, mais il était différent. Il n'était plus tendu. Il était brisé. Mort. Ma chaise a raclé le sol. Le son était final. Où vas-tu? Ma mère, Brigitte, s'est levée à moitié, sa voix prise de panique. Alix. Assieds-toi. C'est Noël. On va discuter. Discuter? J'ai eu un rire sec, sans joie. Non. Il n'y a plus rien à discuter. Vous avez les faits. Vous avez les aveux. J'ai regardé chacun d'entre eux. Coralie, recroquevillée sur sa chaise, sanglotant, le visage hideux de larmes et de maquillage coulé. Son mari, qui la regardait avec un dégoût non dissimulé. Mon père, figé, l'air d'un homme qui venait de voir sa maison brûler. Ma mère, le visage décomposé, passant de Coralie à moi, ne sachant quel feu éteindre. Je pars, ai-je dit, ma voix forte et claire. Je quitte cette table. Je quitte cette maison où j'ai été invisible pendant 34 ans. Je rentre chez moi. À Montpellier. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Chez mon mari. Chez ma vraie famille. Je me suis dirigée vers l'entrée. J'ai attrapé mon manteau sur le porte-manteau. Derrière moi, j'ai entendu Coralie se relever, sa panique se transformant une dernière fois en rage. Tu as gâché Noël, hurla-t-elle, sa voix rauque de larmes et de haine. Je me suis arrêtée à la porte. J'ai enfilé mon manteau. Je ne me suis pas retournée. Non, Coralie. J'ai parlé au vide du couloir. Tu as gâché mon mariage. Tu as gâché ma carrière. Tu as gâché cette famille avec ta jalousie. Ce n'est que la vérité qui te rattrape. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de la nuit m'a frappé au visage. C'était comme une bouffée d'oxygène pur après avoir suffoqué pendant des heures. Derrière moi, j'ai entendu le chaos éclater. J'ai entendu ma mère hurler, mais cette fois, contre Coralie. Comment as-tu pu? Comment? J'ai entendu mon père rugir, un son que je ne lui avais jamais entendu produire de toute ma vie. Tu as tout détruit. J'ai fermé la porte. Le son s'est étouffé. Je suis montée dans ma voiture. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais vide, mais propre. Lavé. J'ai démarré le moteur. J'ai conduit. 5 heures. Dans le silence total. Pas de radio. Pas de musique. Juste le son des pneus sur l'asphalte mouillé. Je refaisais le même trajet que 18 mois plus tôt, mais cette fois, ce n'était pas des larmes d'humiliation. C'était un sentiment de libération. Je suis arrivée à Montpellier à 2 heures du matin. Notre appartement était sombre, à l'exception d'une petite lampe dans le salon. Martin était endormi sur le canapé. Il s'est réveillé en sursaut quand j'ai ouvert la porte. Il n'a pas posé de questions. Il a vu mon visage. Il s'est levé et m'a simplement prise dans ses bras. Je me suis accrochée à lui, et c'est là que j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été, pour la femme que j'étais devenue, pour tout ce que j'avais perdu et tout ce que je venais de gagner. C'est fini, ai-je murmuré contre son épaule. C'est vraiment fini. C'était fini. Du moins, c'est ce que je croyais. Je ne savais pas encore ce que les semaines suivantes allaient m'apporter. Le lendemain matin, c'était le 25 décembre. Le jour de Noël. Je me suis réveillée dans mon propre lit, dans les bras de mon mari. Le soleil de Montpellier filtrait à travers les volets. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas ce nœud d'angoisse dans l'estomac un matin de Noël. « Comment tu te sens ?» m'a demandé Martin, sa voix douce. Épuisée, ai-je dit honnêtement. Mais, légère. Vraiment légère. Nous n'avons pas parlé de Guéret. Pas ce jour-là. J'ai raconté, il a écouté. Et puis nous avons fermé cette porte. Nous avons pris la voiture et avons conduit 1 heure jusqu'à 7, pour le déjeuner de Noël chez mes beaux-parents.
En entrant chez eux, j'ai été assailli par le bruit. Des rires. Des enfants qui courent. Des discussions animées. L'odeur de la bonne nourriture, pas sèche, pas prétentieuse. Ma belle-mère, une femme ronde et chaleureuse, m'a serré dans ses bras. Alix. Martin. Joyeux Noël. Et félicitations pour votre mariage. On est tellement désolé de ne pas avoir pu venir, c'était le baptême de la petite, mais regardez, on a votre cadeau. Ils nous ont offert un magnifique service à vaisselle. J'ai failli pleurer. Pendant le repas, un chaos joyeux, on m'a posé des questions. Sur mon travail au laboratoire. Sur nos projets. Sur moi. On m'a écouté. On m'a vu. On m'a taquiné. On m'a fait sentir que je faisais partie de quelque chose. En riant à une blague de mon beau-père, j'ai eu une révélation. C'était ça. C'était ça, une famille. Ce n'était pas le sang. Ce n'était pas le devoir. C'était ce sentiment de sécurité. Ce sentiment d'appartenance. J'ai regardé Martin à l'autre bout de la table, et il m'a souri. J'étais chez moi. Les semaines suivantes ont été silencieuses. Coralie m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. J'ai appris plus tard, par Manon, qu'elle était en pleine tourmente financière, que ses sponsors la lâchaient, et que son mari avait demandé le divorce. Ma mère, Brigitte, silence total. Pas un appel. Pas un message d'excuse. Pas un mot. Son silence était sa réponse. Elle avait choisi son camp, même après la vérité. Elle avait choisi de protéger l'illusion, même si l'illusion était brisée. Et puis, il y a eu mon père. 2 semaines après Noël, un mardi soir, on a sonné à notre porte à Montpellier. J'ai ouvert. C'était lui. Henri. Il se tenait sur le paillasson avec une petite valise. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il semblait perdu, ses yeux étaient rougis. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Alix. Sa voix était rauque. Ta mère, elle m'a mis dehors. J'étais stupéfaite. Quoi? Après ton départ, ça a été terrible. Coralie a tout nié, a dit que tu avais falsifié les preuves. Ta mère l'a cru. Ou a fait semblant. Elle a dit que j'étais un lâche. Que je n'avais pas su défendre Coralie contre tes attaques. Il a baissé la tête. J'ai essayé de lui dire que tu avais raison. Que nous avions eu tort pendant 30 ans. Elle n'a rien voulu entendre. Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. J'ai passé 40 ans à éviter l'ouragan, Alix. J'ai pensé que c'était ça, garder la paix. J'ai laissé ta mère et Coralie te dévorer. J'avais tort. Je n'ai pas vu que c'était toi que l'ouragan emportait. Je suis tellement désolée. Il m'a regardé, vulnérable. Je peux rester quelques jours? Je ne sais pas où aller. J'ai regardé cet homme brisé. L'homme qui avait regardé ses chaussures pendant que sa fille se faisait humilier. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une rédemption facile. C'était juste, réel. J'ai soupiré. J'ai regardé Martin, qui était derrière moi. Il a hoché la tête. Entre, papa. On va te faire un café. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais une chose. Je ne suis plus le bouc émissaire. Je ne suis plus invisible. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect. C'est l'endroit où l'on vous voit. Si vous avez dû, vous aussi, quitter une relation toxique, familiale ou autre, pour protéger votre cœur, vous n'êtes pas seul. D'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Et pensez-vous que j'ai eu raison de donner une chance à mon père? Partagez vos propres histoires dans les commentaires. Je lis tout. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté.